En 1979, une société de courtage nommée Extine & Co se retrouve dans une situation délicate. Elle doit vendre une position d'arbitrage qui lui coûte de plus en plus cher et qui menace de la faire couler. D'un côté se trouvent des bons au trésor américains, des T-bills, des Treasury Bills. Ce sont des obligations, des dettes que le gouvernement américain s'engage à rembourser d'ici 1 an. Comme pour l'exemple des maisons dans la première vidéo, on peut décomposer la valeur d'une obligation en 2 variables. Le taux d'intérêt le plus bas du marché, le taux sans risque, et le risque de non-remboursement, ou le risque de défaut. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit rappel vite fait? Ok, je te rappelle que tu auras plus de détails dans cette vidéo, mais allons-y. Le montant que tu prêtes à une entreprise ou à un État correspond au prix de l'obligation au moment de son émission. Ce prix, cette première valeur, c'est ce qu'on appelle le principal, c'est le montant qui te sera remboursé. Lui est associé un taux d'intérêt, un coupon. Ce coupon est composé de 2 variables, le taux le plus bas du marché, qu'on appelle le taux sans risque, auquel s'ajoute une compensation contre un éventuel défaut. Ces 2 variables, taux et défaut, permettent de définir le niveau du coupon qui lui-même correspond au rendement de l'obligation au début de sa vie. Ce point est essentiel, le rendement de l'obligation, c'est la prime de risque. Plus une obligation est risquée, plus son rendement est important et inversement. Le problème, c'est que le coupon est un paiement obligatoire, contractuel. Il ne changera jamais. Ainsi, à travers lui, c'est comme si les 2 variables taux et défaut étaient figées, comme si les risques portés par ces 2 variables allaient rester toujours les mêmes. Ah ouais, sauf que le risque de non-remboursement peut varier. Pareil pour le taux sans risque. Exactement, ça dépend de ce que fait l'entreprise, bonne ou mauvaise performance, et de ce que fait la banque centrale qui fixe le taux directeur. Une obligation A qui porte dans son coupon un taux directeur de 2% devient très attractif si soudainement le taux directeur passe à 1%, parce que toutes les nouvelles obligations émises porteront dans leur coupon ce nouveau taux de 1%. Ainsi, les investisseurs vont se mettre à acheter l'obligation A et donc à faire monter son prix, jusqu'à ce que le rendement de l'obligation diminue suffisamment pour être aligné sur cette nouvelle variable de taux définie par la Banque centrale. Donc là, la hausse des prix diminue le rendement. Eh bien oui, si une obligation qui rembourse 100 et paye 5% de coupon est achetée à 110, le rendement est forcément inférieur à 5% puisque tu payes plus que ce qui va être remboursé. Ouais, d'accord, c'est logique. De la même manière, une obligation qui porte en elle, toujours par l'intermédiaire de son coupon, un risque de non-remboursement de 5% devient beaucoup moins intéressante quand son risque de non-remboursement monte à 10%. Les investisseurs la vendent, son prix diminue, jusqu'à ce que cette baisse de prix fasse suffisamment augmenter le rendement pour que la nouvelle variable défaut soit correctement prise en compte. En gros, dès qu'une des variables de la vraie vie ne correspond plus aux variables telles que définies dans le coupon, le prix de l'obligation change. Ok, donc parce que les vrais risques de taux ou de défaut sont variables alors que le coupon, lui, est fixe, la seule manière de faire bouger le rendement de l'obligation pour correspondre aux vrais risques, c'est de faire bouger le prix. Exactement. Et je te rappelle que prix et rendement évoluent en sens inverse. Donc, pour une obligation d'État, pour un T-bills, la variable défaut est a priori à 0, puisqu'on part du principe que l'État américain ne peut pas faire défaut. En revanche, la variable taux peut bouger en fonction de ce que décide de faire la Banque centrale. En face de cela, il existe ce qu'on appelle des futures, des contrats à terme sur les T-bills. Il s'agit de payer maintenant pour acheter un T-bills qui sera livré dans un futur proche, genre 6 mois. Ok, ça y est, je comprends plus rien. J'achète aujourd'hui une obligation, mais je la reçois que dans 6 mois. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur cette histoire de futur, tu peux aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Disons simplement que, comme expliqué dans l'épisode précédent, si tu possèdes une maison et que tu souhaites te hedger, te protéger contre son éventuelle perte de valeur, la solution consiste à vendre une maison similaire, porteuse des mêmes variables de valeur. Ici, la logique, c'est qu'au lieu de vendre une vraie maison similaire à celle que tu possèdes, tu vas vendre une maison similaire mais en construction, qui ne sera terminée que dans 6 mois, une future maison. Ah mais oui, remplace la maison par une obligation, et c'est le même principe. C'est ça. Or, d'après toi, combien coûte une maison future par rapport à une maison similaire déjà construite? Ben, si les 2 maisons sont les mêmes, c'est plus chiant d'avoir une maison dans 6 mois que d'en avoir une maintenant, donc la maison future devrait être moins chère. Tu vois, c'est pas si compliqué. Pareil pour les obligations futures. Elles sont moins chères que les obligations actuelles parce que celui qui les achète doit payer aujourd'hui pour une obligation qui ne commencera à payer des intérêts que dans 6 mois.
Alors du coup, il y a quand même un truc bizarre. Le rôle des investisseurs, c'est bien de financer des choses. Quand on finance des choses, on prend un risque et c'est pour ça qu'on se fait payer un intérêt ou qu'on s'attend à des dividendes. Et maintenant, on veut des produits dérivés pour supprimer les risques. Tout ça est très lié à la théorie économique et au rôle supposé des marchés financiers. On en reparlera un peu plus tard. Je reste sur mon histoire. Donc, il y a un écart entre la valeur du T-bills et celui du contrat futur. Mais pour ce dernier, plus on se rapproche du moment de la livraison du T-bills, plus l'écart entre les deux produits financiers se réduit. Attends, du coup, je crois qu'avec la maison, c'est plus simple. Plus on se rapproche de la fin de construction de la future maison, plus son prix se rapproche de la maison déjà construite. Et oui, si on se rapproche de la date de livraison des obligations, on se rapproche du moment où les intérêts commenceront effectivement à être versés à l'acheteur. Donc, un investisseur qui achète un futur 6 mois à l'avance paye forcément moins cher que celui qui achète le même contrat 1 mois à l'avance. D'où l'arbitrage. Il est presque certain que la valeur des futurs va converger vers la valeur des T-bills. Or, quand on veut parier sur un resserrement de l'écart de valeur entre deux produits financiers, il faut toujours acheter le moins cher et vendre le plus cher. Donc le trade consiste à emprunter des T-bills pour les vendre et à acheter des contrats futurs, puis à attendre tranquillement que l'écart de valeur se réduise. Ok, donc en 1979, il y a une boîte qui s'appelle Extin et qui s'est mise à faire ce truc-là. Pas exactement. En 1979, pour une certaine raison que je ne détaillerai pas parce que j'ai pas vraiment pris le temps d'aller chercher pourquoi, les futurs coûtent plus cher que les T-bills. Ah bah non, tu peux pas me balancer ça sans expliquer là du coup. Sûrement une histoire d'offre et de demande, la demande de futurs augmente et donc le prix du contrat augmente aussi pour finir par dépasser celui des T-bills. Ce qui compte, c'est que Extin, voyant cela, se met à parier dans l'autre sens. L'entreprise vend des futurs et achète des T-bills pour parier sur le retour anormal, car il n'y a effectivement aucune raison économique justifiant qu'un futur vaille plus cher que l'obligation à laquelle il se rattache. Il s'agit clairement d'une anomalie de marché. Certains traders sont contraints de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ça ne va pas durer. Le problème, c'est que contrairement à toute attente, eh bien, la situation perdure. Pire, l'écart de prix augmente au lieu de diminuer, et Extin doit faire face à de lourds appels de marge. Oh putain, des appels de marge. Je sens qu'on va pas réussir à la raconter cette histoire. Ici non plus, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, chaque journée où la valeur du futur ne va pas dans le sens espéré, Extin doit verser la somme qui correspond à ses pertes théoriques à une chambre de compensation. Ces appels de marge permettent d'éviter que de petits malins parient sans avoir les fonds pour couvrir leurs pertes. Or, Extin se retrouve à ne plus avoir les fonds. Ils sont persuadés que leur pari est le bon, qu'un futur ne peut pas valoir plus cher que l'obligation sous-jacente, mais ils n'ont pas les poches suffisamment profondes pour patienter jusqu'à ce qu'ils aient raison. Ils se retournent donc vers une banque d'investissement, Salomon Brothers, pour racheter leur trade. L'argument de vente est simple. Extin présente son trade d'arbitrage en expliquant que pour le moment, les valeurs ne vont pas dans le bon sens et que les appels de marge sont en train de les faire couler, mais que la logique reste parfaitement pertinente pour quelqu'un qui a suffisamment d'argent pour payer ces appels de marge jusqu'à ce que le marché se retourne et que les profits soient au rendez-vous. D'accord, donc c'est un peu genre, j'ai acheté des actions 100 balles, pour le moment elles valent 80 et ça continue de descendre, mais je suis convaincu que cette baisse de prix est débile, donc j'attends que ça remonte. C'est tout à fait ça. Sauf que dans le cas d'Extin, la perte de valeur pose un problème de liquidité à cause des appels de marge et même peut-être de solvabilité. Petit rappel, le problème de liquidité, c'est quand on ne trouve pas l'argent pour payer ce que l'on doit. Le problème de solvabilité, c'est quand la valeur des actifs détenus devient plus faible que la valeur de la dette. Je te renvoie à cette première vidéo sur la faillite de Lehman, si c'est pas clair. Celui qui va convaincre Salomon Brothers de racheter la position d'Extin s'appelle John Meriwether. À 33 ans, ce personnage plutôt timide, maître de ses émotions et plutôt bon en maths, est à la tête d'un département qu'il vient de créer et qui s'appelle Bond Arbitrage, arbitrage obligataire. À ce moment-là, c'est l'un des rares à s'intéresser aux stratégies d'arbitrage permises par les futurs, et pour lui, la position d'Extin est excellente. Après le rachat, Salomon Brothers va voir fondre son modeste capital de 200 millions de dollars pendant au moins 2 semaines consécutives avant que les pertes ne se transforment enfin en gains. Pendant cette période durant laquelle les associés propriétaires de Salomon Brothers s'inquiètent du poids de cette position perdante, Meriwether reste parfaitement confiant et sûr de lui. Ok, j'ai bien l'impression qu'on a trouvé notre protagoniste principal. Des nerfs d'acier, le mec ultra confiant en sa vision, le matheux qui rationalise tout avec des équations, je vois le genre. Oh bah là je te trouve un peu dur, tu peux pas juger quelqu'un comme ça en 3 phrases, attends un peu de voir où on va. Ouais, c'est ça, on va voir, vas-y enchaîne. Pour Meriwether, les obligations sont des produits financiers beaucoup plus attractifs que les actions. En effet, les actions sont les produits financiers spéculatifs par excellence. Il suffit de vendre l'idée de magnifiques profits à venir, d'une potentielle augmentation massive des ventes, du charisme incroyable des dirigeants ou de leurs idées révolutionnaires et hop, on arrive à justifier à peu près n'importe quel prix. Les obligations sont beaucoup plus mesurées, plus mathématiques. Il y a 2 questions à se poser. La Banque centrale va-t-elle augmenter ou diminuer son taux directeur et quel est le risque de non-remboursement de l'entité ?
Les variations de prix des obligations ne donnent pas d'autres informations que l'anticipation des investisseurs quant au risque des variations du taux directeur et le risque de non-remboursement. C'est tout. Toutes les autres variables, date de remboursement, paiement des intérêts tous les 6 mois ou tous les ans, sont des spécificités qui sont précisément calculables. Et du coup, il se met à croire qu'il peut tout prédire. Non, il se met à croire qu'il y a des gens beaucoup plus capables que lui qui ne pensent pas forcément au trading comme à une activité intéressante et qui seraient pourtant de parfaites recrues pour mettre en place des stratégies d'arbitrage reposant sur des modèles mathématiques. En effet, à cette époque, les traders sont plutôt des genres de commerciaux capables de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Des personnages qui font confiance à leur tripes plutôt qu'à leur cerveau, qui se basent sur leur instinct pour comprendre les variations de marché plutôt que sur des modèles mathématiques. Des genres de Fat Tony, quoi. Tout à fait. Donc le gars va faire quoi? Recruter des gros cerveaux sortis des grandes écoles américaines? Des Dr. John? C'est tout à fait ça. Il va recruter Eric Rosenfeld, titulaire d'un doctorat en finance du MIT et assistant enseignant à Harvard, Victor Agani, détenteur d'un master de la London School of Economics, Gregory Hawkins et William Krasker, tous deux également titulaires d'un doctorat du MIT en économie, et enfin Larry Hillebrand, double diplômé, encore une fois du MIT, probablement le plus intelligent et aussi le plus arrogant de tous. La belle brochette de génie. L'équipe de Meriwether, qui gère les stratégies d'arbitrage de Salomon Brothers au début des années 80, est rapidement surnommée les professeurs. Leur stratégie est toujours similaire. Télécharger les historiques de prix de tous les produits financiers obligataires sur lesquels ils peuvent mettre la main, étudier les fluctuations de prix et les niveaux de volatilité, puis repérer les produits financiers dont certaines variables semblent évoluer dans le même sens et qui récemment se sont mis à diverger ou à converger pour parier sur un retour à la normale. Comme il s'agit d'arbitrage, le pari est toujours relativement complexe, composé de plusieurs produits financiers dont les variations s'annulent entre elles pour ne laisser les professeurs exposés que à la variable qui les intéresse. Allez, balance des exemples là. On a déjà vu le coup de l'arbitrage sur la différence entre le T-bills et son futur. Bien quoi d'autre? Eh bien par exemple les swaps. L'idée est la suivante. Imagine une entreprise qui vient d'obtenir un prêt de 100 millions de dollars de la part d'une banque à un taux variable. Ce taux s'exprime de la manière suivante, 3% fixe plus le taux directeur de la Fed que je place pour cet exemple à 2%. En réalité, c'est pas le taux directeur de la banque centrale qui est utilisé, c'est plutôt le taux interbancaire, mais peu importe, les deux sont très liés. Donc, si la Fed augmente son taux directeur, l'entreprise devra payer plus d'intérêts, et inversement si le taux directeur est abaissé. Maintenant, imagine que l'entreprise A n'aime pas du tout cette insécurité de taux. Elle aurait largement préféré un taux fixe, même un peu plus élevé, mais la banque a refusé. Et si l'entreprise pouvait trouver un investisseur qui accepte de payer ses intérêts à sa place? Pourquoi un investisseur accepterait de faire ça? Parce que l'entreprise va lui payer un taux fixe en échange. Taux fixe évidemment supérieur aux 5% que représente l'engagement actuel de son prêt. Disons 5% plus un supplément de 0,75%. Ok, donc d'un côté, l'investisseur paye tous les mois un intérêt de 3% plus le taux directeur à la banque prêteuse, et de l'autre, l'entreprise paye à l'investisseur un taux fixe de 5,75%. Exactement. L'entreprise s'est débarrassée du risque de variation du taux directeur de la Fed contre le paiement d'un intérêt supplémentaire de 0,75%. Il y a donc un pari. L'investisseur parie que le taux de la Fed ne passera pas au-dessus de 2,75%, sinon il perdra de l'argent, et l'entreprise, elle, parie l'inverse. Ce petit surplus de 0,75%, c'est ce qu'on appelle le spread de swap. C'est le prix d'une assurance sur la variation du taux directeur. D'accord, et c'est le prix d'une assurance parce que c'est ce que paye l'entreprise A pour transférer le risque sur les épaules de l'investisseur. Ok. La vache, faut suivre, hein. Mais alors du coup, il n'y a pas déjà les futurs dont on a parlé tout à l'heure qui permettent de se couvrir contre les variations du taux directeur? Oui, alors dans les deux cas, il s'agit de se protéger contre une hausse du taux directeur. Mais le futur protège celui qui prête, celui qui possède une obligation, contre la perte de valeur de cette dernière. Tandis que le swap protège celui qui emprunte à taux variable contre l'augmentation de l'intérêt à payer. Ok. Et donc swap, c'est pour Sovereign World Average Price? Ah non, swap pour swap, échanger en anglais. L'entreprise échange son taux variable contre un taux fixe. Certes. Ce spread de swap évolue en fonction de la perception du risque de taux et il est différent en fonction des maturités de prêt, comme tu peux le voir sur ce graphique. Ok, donc si tu es un hedge fund, tu peux parier sur le fait que le spread de swap va augmenter ou diminuer. Oui, tu peux même parier sur le fait que différents spreads de swap, le 1 an, le 5 ans par exemple, vont converger ou diverger. Verger. Bref, voilà le genre de pari que les professeurs prennent quand ils travaillent encore à Salomon Brothers. Et du coup, ce genre de pari, ça finance l'économie réelle ou trop zub? Non, il ne s'agit pas de financer des entreprises qui auraient des projets particuliers. Les professeurs cherchent avant tout à exploiter les failles des marchés. Ils cherchent les variations dont les prix semblent incohérentes. Cependant, cette activité purement spéculative leur semble absolument cruciale.
En effet, dans le monde des économistes néoclassiques dont la vision est largement partagée par les professeurs, la monnaie est neutre. Ça veut dire que la création monétaire n'a aucun rôle à jouer dans le financement de l'économie. La seule manière de croître, c'est de rediriger l'argent de l'épargne de manière efficace vers les projets d'avenir grâce aux intermédiaires que sont les banques de dépôt et les marchés financiers. Or, pour que les marchés financiers fonctionnent bien, il faut qu'ils restent liquides. Il faut toujours un vendeur en face d'un acheteur. Sinon, la longue chaîne de transactions qui mène au financement des entreprises est bloquée. Donc en gros, les professeurs se voient comme des intermédiaires. Ils ne financent pas les entreprises en direct, mais ils contribuent au bon fonctionnement des marchés afin que cet objectif de financement soit atteint. C'est ça. Sauf que comme la monnaie n'est pas neutre et que la théorie économique dominante basée sur des modèles de troc ne permet pas de comprendre comment les marchés fonctionnent réellement, les professeurs ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre, que leur activité spéculative participe largement plus à extraire de la monnaie de l'économie réelle pour créer des bulles spéculatives plutôt qu'à aider au financement des entreprises. Je te laisse retourner voir les vidéos sur la crise des subprimes pour comprendre. C'est ouf, on en revient toujours à cette histoire de monnaie. Bah oui, en même temps, voilà, le capitalisme est une machine monétaire. Bref, Merriweather et ses professeurs forment une équipe extrêmement soudée. Ils organisent des week-ends où ils partent faire du golf, ils parient sur les courses de chevaux, ils vont jouer dans les casinos d'Atlantic City. Ils ont tendance à ne pas se mêler aux autres équipes de la banque et à toujours rester entre eux. Cet esprit d'équipe exacerbé façonne un groupe cohérent et efficace pour les activités de trading, mais il contribue également à créer un groupe complètement coupé du monde, qui ne raisonne plus qu'avec ses propres modèles mathématiques, sans aucun recul, sans aucun apport de critique ou de méthode complémentaire. L'équipe développe également un comportement paranoïaque. Les professeurs ne partagent ni leurs idées ni leurs modèles. Ils ferment leur tiroir à clé de peur de se faire voler leur trade. Ah bah, bonne ambiance. Et juste pour être sûr, alors Merriweather, c'est le chef des professeurs. Oui, il surveille ses recrues, veille à ce que personne ne manque de rien et que tout le monde reste bien motivé. Il y a une anecdote qui montre bien le rôle de manager plus que de trader de Merriweather. Un jour, un trader vient le voir et lui demande s'il peut doubler son pari sur une position qui pour le moment a perdu de la valeur. Merriweather lui répond du tac au tac qu'il peut y aller. Le trader lui demande alors s'il ne veut pas d'abord s'assurer de la cohérence de son trade et Merriweather répond « Non, j'ai pas besoin de savoir, mon trade à moi a été de t'engager ». Ah bah, une belle réplique digne d'un bon film. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. La performance des professeurs est clairement au rendez-vous. La banque gagne beaucoup d'argent et Merriweather obtient plusieurs promotions. Il devient le chef de toute l'activité obligataire de Salomon Brothers, arbitrage, obligations d'État, obligations d'entreprise à faible et à haut rendement, obligations européennes, etc. Alors attends une minute là. Les professeurs sont des traders qui bossent pour une banque d'investissement, non? Oui, Salomon Brothers. Mais alors, c'est quoi ces stratégies d'arbitrage? Je croyais que les traders des banques étaient des market makers qui achetaient quand les clients vendaient et vendaient quand les clients achetaient. La manière dont tu me le décris, là, les professeurs ont l'air de faire pile poil ce qu'ils veulent, non? Ok, effectivement. D'après ce que j'ai lu, j'ai bien l'impression que les professeurs sont avant tout des traders sur compte propre. Des traders dont le rôle n'est pas de servir les clients de la banque, mais bien de faire fructifier l'argent de la banque. Cela dit, il me semble également que la frontière entre market maker et trader sur compte propre est plutôt floue dans les années 80, et que même si les professeurs sont des market makers, tant qu'ils gagnent de l'argent, on ne leur demande pas vraiment de justifier qu'ils servent les intérêts des clients de la banque. Ok, d'accord. En 1987, Ronald Perlman tente de racheter Salomon Brothers au nez et à la barbe de son principal actionnaire et PDG, John Gutfreund. Celui-ci trouve une solution pour éviter le rachat en faisant intervenir le célèbre milliardaire Warren Buffett, qui prend le contrôle de la banque. Gutfreund reste aux commandes en tant que PDG, mais c'est clairement Buffett qui devient le patron. C'est le début d'une belle histoire d'inimitié entre les professeurs et l'oracle d'Omaha. L'oracle de qui? L'oracle d'Omaha, c'est le surnom de Warren Buffett. Le mec investit dans des entreprises en partant de presque rien et devient l'une des plus grandes fortunes des États-Unis. Normal qu'on lui prête des genres de pouvoirs magiques. Oui, je connais Warren Buffett, mais je savais pas qu'il était oracle, ni qu'il était d'Omaha d'ailleurs. Bon, pourquoi il n'aime pas les professeurs, ce bon vieux Warren? Parce qu'ils sont très arrogants. Ils perdent 120 millions de dollars dans le krach boursier de 1987 sans rien remettre en question de leur technique ou de leur modèle. De plus, Buffett est un investisseur qui ne croit absolument pas aux produits dérivés, à leur nécessité ou à leur efficacité. Pour lui, l'investissement se fait sur le terrain et le risque fait partie du jeu. Il est un actionnaire qui participe activement au développement des entreprises dans lesquelles il investit et qui croit en leur potentiel. Il n'a que peu de respect pour des financiers mathématiciens qui croient avoir réussi à dompter les marchés. Eh ben pourquoi il les vire pas alors? Eh bien, Buffett reste un pragmatique. Les professeurs ont perdu de l'argent en 87, mais ils en ont rapporté beaucoup plus auparavant. Et puis, son idée n'est pas de remettre en question l'organisation d'une banque dont il estime pour le moment qu'elle fonctionne bien. Cela dit, les professeurs sont très gourmands. En 1989, Merriweather, n'en pouvant plus d'entendre ses professeurs particulièrement Hillenbrand se plaindre qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, il arrive à convaincre Gutfreund de reverser 15% des profits de la banque aux professeurs.
Hillebrand empoche 23 millions de dollars cette année-là, l'équivalent de 45 millions aujourd'hui. 40 millions d'euros. Ah la vache! Et Merriweather, il touche combien? Il ne fait pas partie du deal. Merriweather ne cherche pas à négocier pour lui. Encore une fois, c'est un manager plus qu'un trader. Ce qui compte, c'est de garder ses professeurs satisfaits et motivés. Par contre, ce petit arrangement qui se fait en secret mais qui finit quand même par se savoir, ne plaît ni à Buffett ni aux autres employés de la banque. Après ce mini-scandale, les professeurs qui n'avaient déjà pas la cote sont encore plus isolés, ce qui n'est pas forcément pour leur déplaire. En 1991, un trader qui s'appelle Paul Moser et qui ne fait pas partie de l'équipe des professeurs, qui n'a rien à voir avec l'arbitrage, vient trouver son chef, Merriweather, et lui avoue qu'il utilise une technique illégale pour acheter des obligations d'État américaines depuis plusieurs mois. Merriweather, qui découvre cette pratique, comprend tout de suite que cette fraude est très sérieuse et que sa carrière va en pâtir, mais il ne cherche pas à se couvrir. Il fait immédiatement remonter l'information à ses hiérarchies et aux autorités. Et c'est le début d'un scandale qui coûte 290 millions de dollars à Salomon Brothers, coûte leur place à Gutfreund et Merriweather, et finira par provoquer le rachat de la banque par Travelers Group en 1998. Et c'est la fin des professeurs. Non, seul leur chef a perdu son job, mais les professeurs continuent de travailler pour la banque. En l'absence de Merriweather, Hillebrand et Rosenfeld montent en grade, mais leur loyauté reste inébranlable. Ils utilisent leur nouvelle position pour peser dans la balance afin de faire revenir leur mentor. Sans succès. De toute manière, Merriweather a déjà une nouvelle idée en tête, la création d'un hedge fund qui permettrait de répliquer toutes les stratégies des professeurs, mais sans les restrictions imposées par les autres activités de la banque avec lesquelles il a toujours fallu travailler. Un hedge fund dédié uniquement aux stratégies d'arbitrage, sans conditions, sans compromis, la pure expression des mathématiques et des modèles développés par les professeurs. La bombe à retardement, quoi.